Salut Pauline. Salut Julie. Merci beaucoup d'être là déjà. Avec plaisir. Alors Pauline, on s'est rencontrés il y a bientôt 10 ans maintenant, lors d'un stage où on était comédiennes toutes les deux. Et depuis, tu t'es vraiment orientée complètement vers le métier de coach. Donc tu fais ça quasiment exclusivement. Ça et d'autres formations que tu proposes, notamment une formation à la voix et une formation sur vendre et diffuser son spectacle. Tout à fait. Mais le gros de ton activité reste le coaching de comédien. Okay. Et on va commencer par en quoi consiste ton métier et est-ce que tu peux raconter un peu l'utilité de ce métier? Qu'est-ce que tu réponds aux comédiens qui ont déjà une formation, qui pensent ne pas forcément avoir besoin de travailler avec un coach ou une coach, leur rôle, leur casting, leur bande démo? Ouais. Alors, déjà, je pense que chacun est libre, en effet, de sentir s'ils ont un besoin ou pas de se faire accompagner par rapport à un rôle ou par rapport... en général, c'est par rapport à un rôle, en tout cas pour commencer à travailler. Mais c'est vrai que, en fait, la formation et le coaching, c'est vraiment deux choses différentes. Donc, il y a une différence entre le formateur, celui qui va être professeur de théâtre, et celui qui va être coach d'acteur. Le professeur, moi, je ne me sens pas professeur de théâtre. Le coach, il est vraiment... Le formateur, il est là pour... le professeur, je dirais, il est là vraiment pour apprendre toutes les bases du métier d'acteur et donner tout l'univers de ce qu'est ce métier, de faire traverser plein de choses aux comédiens sur des textes, sur des scènes, c'est tout à l'apprentissage de ce métier. Et ensuite, le coach, pour moi, c'est un accompagnateur, je dirais. C'est quelqu'un qui va pouvoir aider l'acteur à travailler son rôle, à se révéler aussi dans le travail, à révéler sa propre personnalité artistique, je dirais. Même si, bien sûr, dans le cadre des cours, le fait de travailler, les acteurs prennent conscience un petit peu du type d'univers dans lequel ils ont envie d'évoluer et qui ils sont vraiment, quelles sont leurs personnalités, quelle est leur personnalité dans le jeu, dans le travail, avec les autres. Donc le coach, pour moi, c'est vraiment... je pense que c'est un besoin des comédiens aussi, parfois, pour se rassurer. Parce que ça ne veut pas dire, parce qu'on va prendre un coach d'acteur, ça veut dire qu'on ne sait pas travailler, qu'on n'est pas bien son métier. Et c'est vrai que souvent, les acteurs, ils cachent un peu le fait qu'ils voient des coachs. Et j'en ai plein d'exemples, mais je ne citerai pas de nom. Ouais, et en fait, on ne soupçonne pas le nombre d'acteurs qui, bien sûr, se font accompagner et se font coacher avant les tournages. Mais est-ce que c'est propre... Alors, on fait peut-être une parenthèse, mais j'ai l'impression qu'aux États-Unis ou en Angleterre, au contraire, on se cache absolument pas de bosser avec un coach. Je sais que Meryl Streep, elle dit surtout que sur tous ses tournages, elle se fait accompagner. Enfin, je veux dire, Leonardo DiCaprio, il bosse... Enfin, on parle quand même des plus grands acteurs qui soient, et actrices. Et du coup, ça vient d'où, tu penses, cette honte de bosser avec un coach ou une coach? Peut-être que c'est dans la formation. Si tu te formes à quelque chose, on a l'impression que tu ne sais pas le faire puisque tu continues de te former à cette chose-là. Donc il y a une espèce de remise en question, je pense, de la compétence que l'acteur peut avoir. Et puis, moi, je dirais que c'est ça, surtout. C'est l'impression que ça va remettre en question leur compétence d'acteur, alors que pas du tout. Parce que quand même, c'est un travail très solitaire. En amont, c'est un travail très solitaire, le travail de l'acteur. Bien sûr, quand on est sur une pièce avec une troupe ou quand on est sur un tournage, il y a plein de monde. C'est une collaboration, c'est une création ensemble. Mais n'empêche que mais l'acteur, lui, il a beaucoup de travail à faire en amont pour pouvoir être bon sur les répétitions, pour pouvoir être bon sur le tournage, notamment sur le tournage, parce qu'il y a très peu de répétitions sur un tournage. Ouais. Donc, du coup, il a besoin de se préparer avant. Et s'il se prépare tout seul, c'est difficile. Enfin, c'est moins interactif. On peut avoir tendance à travailler tout seul dans sa tête, à se parler à soi-même, entre guillemets, à essayer de trouver des réponses, alors que de le verbaliser, juste d'avoir quelqu'un qui est là, qui vous écoute et qui vous pose des questions pertinentes, parce que c'est quand même beaucoup ce que je fais, en fait, dans mon métier de coach. Je pose beaucoup de questions. Et après, j'essaye de donner parfois une direction ou d'essayer en tout cas. On essaye beaucoup de choses avec l'acteur quand on travaille, quand on prépare un rôle. On essaye, on regarde et surtout on nourrit la vie du personnage. Même si, on en parlera après sur le travail de scène, on ne va pas épuiser la scène. D'accord. Moi, je ne travaille pas forcément sur le scénario parce que souvent je travaille en particulier, donc je n'ai pas la réplique.
Donc je ne vais pas faire, moi j'ai pas l'énergie du personnage qui va être en face, qui va lui répondre. Ouais. Donc je vais travailler tout ce qui est autour de la scène, tout ce qui est avant la scène et qui n'est pas écrit dans le scénario ou dans la pièce. D'accord. Donc voilà, donc moi je pense que c'est... Et puis le travail de l'acteur, c'est aussi, je pense, important de toujours travailler, de toujours se former, au-delà de la préparation des rôles, de toujours aller plus loin dans son travail, sinon... Je pense que les acteurs, ils vont très vite s'ennuyer au bout d'un moment. Et on parle beaucoup des acteurs qui sont coincés dans un emploi, mais en fait, c'est à eux d'aller chercher, d'aller proposer autre chose en allant déjà chercher à travailler avec d'autres personnes, d'autres méthodes et d'aller chercher d'autres choses, d'aller plus loin dans leur travail pour après découvrir, bah oui, tiens, ce type de personnage, je pourrais carrément le faire. Ils ne l'ont jamais fait jusque-là. Et d'aller trouver un moyen de tourner, d'avoir une image pour proposer au directeur de casting pour changer d'emploi. Enfin, d'emploi, entre guillemets, quoi. Parce que toi, tu travailles selon une méthode en particulier ou ça se passe comment ? Par exemple, moi, je viens te voir demain parce que j'ai un casting la semaine prochaine, on va dire. Tu vas appliquer une méthode que tu appliques à tous les gens qui viennent te voir ou alors ça va se passer comment ? Tu vas dialoguer avec moi, tu vas t'adapter à moi. Comment tu travailles avec le comédien ou la comédienne ? Je dirais que c'est un peu les deux. Est-ce que j'ai une méthode ma méthode, en règle générale, on va dire que c'est la compréhension de la scène, de la situation. C'est en ça d'abord que je vais travailler. C'est de savoir qu'est-ce qu'il y a à défendre, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui se joue. Enfin, vraiment d'être juste sur le texte, déjà. Et après, c'est pas le même travail que de travailler un casting, que de préparer un rôle. Donc forcément, ma méthode, elle va s'adapter au but final de la raison pour laquelle la personne elle vient me voir, qu'est-ce qu'elle a besoin de travailler. Parce qu'en effet, pour le casting, il faut être dans l'immédiateté, tout de suite, d'être disponible et de pouvoir être malléable aussi le jour du casting. Donc il y a plusieurs choses à tester là-dessus. Et puis il y a un autre travail des fois à faire pour les acteurs qui ne se sont pas en confiance. Parce que c'est fragilisant quand même le casting, ça dépend sur qui tu tombes, mais même s'il y a quand même beaucoup de gens bienveillants. Donc ça dépend de la demande, des difficultés en fait auxquelles se heurte l'acteur ou l'actrice qui vient me voir. Donc ça c'est vraiment en fonction de ça. Après, oui, c'est pas le même travail que de préparer un rôle. Je vais pas aborder les choses du tout de la même façon. Je vais poser les mêmes questions. Donc, tu as des gens qui viennent te voir pour du casting, pour de la préparation de rôle. Ouais. Ça va se passer comment, par exemple, pour le casting ? Et ensuite, ça va se passer comment pour la préparation de rôle, concrètement ? Alors, concrètement, la préparation de casting, on ne va pas se voir beaucoup. On va se voir une fois ou deux pour un casting en particulier. Pour le casting, en général, je demande comment on voit la scène. Pour que je sache un peu qu'est-ce que c'est. Alors souvent, les acteurs, je les connais déjà en fait. C'est souvent des acteurs qui ont déjà travaillé avec moi. C'est très rare les gens qui m'appellent juste pour un casting une fois, one shot, et on ne se connaît pas. Bon, peut-être ça arrivera, mais pour le moment, ça n'arrive pas. Donc je les connais déjà souvent, les comédiens. Et donc après, on travaille la scène et on essaye de décortiquer vraiment les questions essentielles auxquelles il faut répondre dans la scène pour pouvoir faire une vraie proposition le jour J. Et on parle aussi bien sûr de ce qu'on va amener en termes de costumes, même des fois d'accessoires, pourquoi pas, parce que ça peut aider parfois. Il y a pas beaucoup. Enfin, c'est arrivé que les gens soient surpris quand je leur disais ça, d'amener ça. Mais bon, mais pourquoi ? Enfin, est-ce que ça va pas faire ? Non, ça ne fait pas bizarre du tout. On a le droit d'amener ses accessoires. Et après, on va travailler la scène ensemble. On va faire des propositions et puis voilà, ça va vraiment être... Mais je travaille pas trop la scène pour, encore une fois, pas épuiser l'énergie du comédien au moment de la scène. Est-ce que tu vas l'orienter dans une seule direction ? C'est-à-dire qu'une fois que vous avez ciblé ce qui se joue dans la situation, ce que le personnage a à perdre ou à gagner dans la scène et tout, est-ce que vous allez vous arrêter avec le comédien ou la comédienne sur une proposition et vous allez la travailler dans ce sens-là ? Ou est-ce que tu vas lui proposer de partir dans plein de directions différentes pour que il ou elle puisse être très très malléable lors du casting ? En fait, je vais plutôt suivre dans les essais les intuitions du comédien. S'il a envie de partir là-dedans, en fait, moi je dis toujours, j'ai pas la science infuse en fait, je ne sais pas. Moi en plus, je suis comme l'acteur, j'ai une scène, j'ai pas forcément lu tout le scénario. Après,
Il faut toujours se renseigner sur qui est le prod, qui est le réal, etc. Et voir un peu l'univers dans lequel il est. Ça, c'est hyper important, il faut que l'acteur le fasse. Et moi, je le fais aussi en amont du rendez-vous. Mais une fois qu'on y est, bah, en effet, moi, j'ai envie de tester ce que lui, il pense être bien. Et moi, je le regarde et je lui dis, voilà, ça, il faut aller dans cette direction-là plutôt parce que j'essaye de coller à ce qui lui correspond vraiment aussi, à ce que lui va amener en plus du personnage, par rapport à sa personnalité. Et je me rappelle d'une scène que j'avais vue travaillée par des comédiens lors d'un casting avec Fabienne Bichet, où il y avait 2 comédiens notamment qui avaient fait une prestation vraiment super sur le même personnage, hein, mais qui étaient radicalement opposés. Enfin, complètement. D'un côté, c'était une espèce de petit voyou très racaille, en même temps un peu rigolo mais un peu malsain. Et de l'autre côté, c'était beaucoup plus le mec de la mafia, très BCBG, et en même temps malsain aussi d'une certaine façon. Mais en fait, pour moi, le casting, c'est tellement aléatoire en fait, par rapport à ce que recherche le réal. Je préfère mettre en avant la personnalité vraiment du comédien, ce qui va amener en plus pour le personnage, plutôt que d'essayer de se dire, voilà, on va essayer d'être dans un truc qui va matcher. Je pense qu'il faut faire toujours une proposition forte. Parce qu'après, le réel, c'est lui qui va choisir en fait en fonction de tellement de critères qui ne sont pas possibles de maîtriser pour le comédien. Parce que des fois, tu peux être le mari de quelqu'un. Est-ce que tu vas bien avec la comédienne qui a été déjà choisie? Et puis, tu as un enfant, et est-ce que ça va bien dans la distribution? Et puis, après, c'est aussi une question d'affinité. Hein. Je pense que quand tu es réal, tu sais que tu vas passer du temps avec des comédiens. Tu as aussi envie de prendre des gens avec qui tu te sens bien. Sûr. Donc, quand tu parles de la qualité du comédien, c'est sa personnalité que tu vas te mettre en avant. C'est comment lui il va interpréter les choses, oui. Qu'est-ce qui va transparaître à travers lui, ce qui dégage en fait, ce qu'il est presque. Et ça, comment tu le travailles justement avec un comédien ou une comédienne? Alors ça, en général, je fais faire 2 improvisations où il est tout seul. Il y a une qui est silencieuse et une où il doit parler. Il doit se confier à moi sur quelque chose. Donc ça n'a rien à voir avec le texte du casting. D'accord, c'est vraiment des impros totales. Ouais. Et là, moi, surtout l'impro silencieuse, je l'aime beaucoup parce que c'est une situation donnée, mais tout est vraiment c'est libre parce que moi, je travaille que déjà sur l'imaginaire. Et donc, même pour ceux qui n'ont jamais travaillé sur l'imaginaire et la création de l'imaginaire et comment cette création-là va en fait créer les émotions. Même s'ils n'ont jamais travaillé comme ça, c'est la première. Moi, c'est comme ça que j'ai découverte aussi. Hein. Moi, quand j'étais comédienne, je travaillais pas du tout comme ça. Je travaillais que avec des vrais souvenirs, en fait, avec des choses parce qu'on m'avait pas expliqué, pour diverses raisons. Je suis peut-être pas dans les bonnes écoles, mais je savais pas trop. Et un jour, j'ai rencontré un prof qui m'a fait faire cette impro. Et avant l'impro, je lui ai dit, ça marchera jamais. Il va rien se passer. Ça va être nul. Et en fait, pas du tout. J'ai été moi-même extrêmement surprise de tout ce que ça a créé. Donc bref, je fais faire ça, parce que dans cette impro-là, il y a vraiment une circulation où le comédien passe par plein d'états. C'est obligé. Et je le laisse aussi. C'est une impro qui prend un peu de temps. D'accord. C'est une impro guidée? Non. Non, d'accord. Je ne parle pas du tout. Tu donnes juste une situation de départ, et le comédien improvise, et ça peut durer longtemps? Ça peut durer une demi-heure. Ah ouais, ok. Ouais, ça peut durer une demi-heure. D'accord. Mais c'est dans l'histoire de l'impro, ça fonctionne. Parce qu'il est en train d'attendre quelque chose. D'accord. Et en fait, c'est là où moi, alors je pense que j'ai aiguisé aussi mon regard au fil de toutes ces années. Puis je sais pas, je pense que j'ai une sensibilité particulière aussi. Sinon, en fait, je me serais pas dit que j'allais être coach, tout simplement. Et du coup, en fait, j'arrive à percevoir qu'est-ce qui... je dirais pas qu'est-ce qui est intéressant, mais qu'est-ce qui correspond vraiment à l'acteur que j'ai en face de moi. Dans quoi il serait, je dirais pas hyper bon, mais dans quoi tout de suite on l'envisage. Où est-ce que je le projette tout de suite? Et c'est pas du tout une fonction, genre un médecin. C'est vraiment dans des situations, dans tout ce qui passe sur son visage, dans toutes ses émotions, dans comment les choses circulent en lui. Qu'est-ce que ça me raconte? D'accord. Et du coup, je pars de ça pour voir un peu, en effet, qu'est-ce qui est le plus intéressant chez lui. Qu'est-ce qui est unique chez ce comédien-là.
Et donc c'est ça, de toute façon, qui ressort en vérité quand on en a conscience et quand on travaille. C'est ça qui va ressortir aussi dans toutes les scènes qu'on va faire, surtout au cinéma. Parce que là, le théâtre, c'est autre chose. Il y a la création de personnages, où on peut en effet pouvoir créer un personnage, il n'y a pas de problème. Mais au cinéma, c'est différent. Au cinéma, on est vraiment sur, en effet, l'acteur, ce qui renvoie à l'image et comment... Enfin voilà, qu'est-ce qu'il va nous raconter, lui, en fait. On prend pas... Donc, tu aimes bien bosser sur des impros, donc il y en a une muette et une parlée. Ouais. Et celle-là, c'est basée sur la même situation? Non, D'accord, tu donnes quelque chose d'autre. Ouais. Donc là, c'est pour une préparation de casting. Tu vas commencer par des impros. Si je les connais pas, oui. Si tu les connais pas, d'accord. Ouais. Tu commences par des impros. Ouais. Est-ce que ça t'arrive que des comédiens te fassent des propositions qui sont très, très à l'extrême de ce qu'ils sont, parce qu'ils se sont dit, ils ont fait une idée du personnage, voilà, ils se sont dit, voilà, le personnage, il devrait être comme ci, comme ça. Du coup, c'est aux antipodes de ce qu'ils sont, eux. Est-ce que toi, ton travail, ça va être de les réorienter vers eux, vers ce qu'ils dégagent, vers ce qu'ils sont, ou tu vas quand même aller avec la proposition du comédien ou de la comédienne? Moi, je suis toujours contente de tester des choses. Okay. Après, je sais dire aussi quand ça marche ou quand ça marche pas. D'accord. Et quand c'est... Et ça veut pas dire, parce que des fois, on peut faire un truc complètement décalé, et ça peut très, très bien marcher. Okay. Donc, c'est vraiment en fonction de... C'est tellement de paramètres en fonction de la scène, en fonction de l'acteur par rapport à ce qu'il va proposer. Mais en effet, si je sens qu'il y a quelque chose à faire dans cette direction-là qui me surprend de sa part, que je n'aurais pas soupçonné peut-être, bien sûr, on le travaille et j'ai pas le souvenir que ça m'est déjà arrivé, mais bien sûr, moi je suis toujours... Enfin, en tout cas, à cet extrême-là, non. D'accord. Ouais, d'accord. Donc tu vas quand même chercher avant tout la vérité chez un comédien ou une comédienne. Tu vas chercher son authenticité à lui ou à elle, sa spécificité que tu vas mettre en avant. Oui, en fait, je mets le doigt sur comme des adjectifs, en fait. Et par exemple, je sais que... Et c'est marrant d'ailleurs, cette comédienne-là, j'avais fait une bande démo pour elle il y a très longtemps. Et c'était une comédienne qui était paraissait comme ça très jolie, très douce. Elle avait une voix très douce, vraiment un visage tout en rondeur. Et voilà, elle faisait vraiment très gentille, quoi. Et puis dans les scènes qu'on a fait faire, j'ai senti chez elle je dirais quelque chose de décalé, une espèce de folie, mais même méchante en fait, quelque chose de très machiavélique. Et je me suis dit, mais c'est super. Et il y a toujours ça chez tous les acteurs, en fait. Il y a toujours deux choses qu'on peut tout à fait mettre en balance. Parce qu'il y en a souvent, ils me disent, ouais, moi, on me fait jouer que des rôles comme ça. D'accord, ça veut dire qu'en effet, c'est peut-être ton emploi, mais qu'est-ce que tu peux rajouter qui est là, mais que tu n'as pas soupçonné et qui viendrait enrichir, en fait, le type de rôle dans lequel on te... Parce qu'elle aurait été pour les jeunes premières. Ouais. Toi, ça aurait été la Juliette. Ouais, d'accord. Alors qu'elle était capable de faire complètement autre chose. Okay. Et c'est marrant parce qu'elle travaille régulièrement et souvent, les rôles qu'elle fait, c'est en effet des filles dont on ne soupçonne pas qu'est-ce qu'elles ont derrière la tête ou ce qu'elles vont faire. Il y a quand même une cohérence. Ouais. Et tout à l'heure, je vais juste revenir un tout petit peu en arrière. Tu parlais d'une proposition forte en casting. Et à quoi ça correspond pour toi, une proposition forte? C'est quoi? Un parti pris. De toute façon, le travail de scène, le travail de l'acteur, ce ne sont que des choix. C'est une succession de choix. Et c'est les choix que l'acteur va faire par rapport aux motivations, au but. Alors, il y a quand même beaucoup de choses qui sont écrites dans le texte. Et il ne faut pas se précipiter à tout de suite créer des nouvelles choses. Enfin, en tout cas, vouloir être créateur et se dire, alors moi, j'ai décidé que le personnage, il allait être comme ci, comme ça, parce que dans son enfance... Est-ce que ça a un sens par rapport au texte? Déjà, regardons d'abord le texte et après, on peut créer. Mais en effet, qu'est-ce que je voulais dire? Je me suis perdue. On parlait du parti pris et de la proposition en casting. Donc, en fait, le comédien ou la comédienne va faire un choix sur, à tel moment, je dis ça avec telle intention. Enfin, j'arrive à mettre des intentions très fortes derrière chaque chose qui... Oui, alors moi, je décortique pas autant les intentions de chaque phrase. Ok. Moi, je préfère l'objectif principal de la scène. L'objectif et surtout la stratégie. Ouais. Parce que toute la scène, c'est la stratégie pour atteindre l'objectif. Ouais. Donc, en effet, et du coup, dans la stratégie, il y a plein de manières de faire. Et même dans une stratégie, il peut y avoir, des fois, on va être séducteur, et puis d'un coup, comme il voit que ça ne marche pas, mais en plus, là-dessus, c'est comme les enfants, c'est tellement extraordinaire, les enfants, pour ça. L'observation des réactions des enfants pour obtenir ce qu'ils veulent, mais ils passent par tous les états émotionnels possibles, et ils testent tout le temps.
soit ils sont hyper, essayer de te séduire un petit peu, d'être gentil, puis après, du coup, ils s'énervent, ils testent un peu leur... et après, ils pleurent, et ils se roulent par terre. Mais en fait, l'acteur, c'est pareil. Dans la stratégie, il y a plein de choses. Alors, tout peut être très subtil, mais c'est toute la stratégie, en effet, qu'on va tester, mais c'est surtout aussi beaucoup en lien avec le personnage en face. Qui est l'autre pour le personnage? Pourquoi c'est important? Enfin, il y a beaucoup de travail. Moi, je travaille beaucoup là-dessus, sur le... OK, il y a le but, il y a tout ce qui est interne au personnage, mais il faut aller vers l'extérieur. Parce que si tu restes que sur toi, dans comment je vais gérer mon émotion, comment je vais créer ça, non, c'est l'autre aussi qui... Beaucoup. C'est l'environnement, c'est l'autre qui va... C'est l'autre qui donne l'impulsion. Qui va créer aussi... parce que qu'est-ce que tu attends de lui? Il faut que ton attention, elle soit aussi beaucoup sur l'autre. D'accord. Donc, toi, tu donnes la réplique quand tu travailles sur des castings. Tu bosses justement sur... Est-ce que toi, tu challenges les comédiens qui viennent te voir en leur donnant des intentions vraiment très... De les déstabiliser, oui, bien sûr, ça m'arrive. Alors, pas forcément pour du casting, mais plus pour du travail de scène ou pour travailler justement sur les émotions, pour aller les taper... pour les sortir un peu de leur zone de confort ou pour les surprendre tout simplement, pour qu'eux-mêmes se laissent surprendre. D'accord. Et donc là, c'est plutôt le travail de casting et le travail quand tu as un comédien ou une comédienne qui a eu le rôle et qui te demande de venir le coacher. Ça se passe comment ? Déjà, est-ce que tu es sur le tournage? Est-ce que tu es en plateau avec eux? J'adore, ça m'arrive pas assez souvent. Mais oui. Mais t'as des réals aussi qui t'appellent pour coacher les comédiens ou c'est surtout le comédien? Là, dernièrement, c'était juillet dernier, il y a presque, même plus. Avec le confinement et tout, je ne sais plus. Et non, c'était une réal qui m'avait contactée, qui faisait son premier film. Et elle jouait dedans aussi. Et donc, elle voulait une coach qui soit là pour pouvoir... être sur le tournage, parce qu'elle avait un des rôles principaux, donc elle puisse avoir un regard extérieur. Et puis il y avait beaucoup d'acteurs, il y avait beaucoup de scènes de groupe. En gros, il y avait 7 filles et un garçon. Et toutes les filles n'étaient pas comédiennes professionnelles. Enfin, elles avaient déjà fait des choses, mais c'était pas forcément leur taf régulier. Donc voilà. Donc là, j'ai préparé les comédiennes, les 7. J'étais sur le tournage du coup. Et du coup, ça se passe comment la préparation pour un rôle? Alors, la préparation pour un rôle, déjà, il faut que je lise le scénario, c'est important. Je me base toujours sur le texte parce qu'on raconte une histoire qui est écrite. Et aussi, j'ai beaucoup parlé avec la réal. J'ai eu la chance, là, pour le coup, de parler avec la réal. Si j'ai pas la chance j'essaye toujours de me renseigner un peu, savoir qui c'est et comment se sont passées les auditions aussi, comment se sont passés les castings. Qu'est-ce qu'on a dit en fait à l'acteur de ce pourquoi il a été choisi entre guillemets ou qu'est-ce qu'il a fait. Souvent je lui demande de me repasser aussi la scène du casting. J'allais te demander si c'était possible que tu vois les essais. Alors quand je les vois pas, en tout cas je demande parce que c'est pas forcément toujours en accord avec la prod, c'est-à-dire que l'acteur il peut très bien lui venir me voir sans que ce soit la prod qui me paye voilà, c'est pas forcément toujours comme ça. Donc voilà, après je travaille... alors ça dépend, ça peut... je fais parler d'abord beaucoup l'acteur sur ce que lui pense du personnage. Parce que des fois, il peut y avoir des a priori qu'il a, mais comme tout un chacun. On peut avoir des a priori sur quelqu'un qui a, je sais pas, vu ce qu'il a vécu, je sais pas, un pompier qui a pas sauvé quelqu'un et du coup, ça raconte ça. Bon, il peut avoir des a priori sur le métier de pompier, il peut avoir des a priori, en tout cas des choses que lui, il n'a pas forcément conscience d'ailleurs, mais qui croit que c'est comme ça. Et moi, je vais toujours aller vérifier dans la vérité, est-ce que vraiment c'est comme ça? Ou est-ce qu'il a eu cette idée-là? Parce que je veux pas que ça encadre dans des a priori, le métier de pompier c'est comme ça, ou bien telle personne qui a fait ça, forcément elle est comme ça. Non, je préfère laisser libre et d'enlever, en fait, de nettoyer, je dirais, des choses comme ça, des a priori, des considérations sur des choses. Et après, je vais travailler l'évolution du personnage sur toute l'entièreté du scénario. D'où il part, où est-ce qu'il arrive, et de regarder avec l'acteur par quel chemin il passe en fait. Qu'est-ce qui se passe, de qui il est entouré, qui sont ces gens, de travailler un peu bien sûr sur tous les liens qu'il y a entre les personnages, et après on fait des impros. Ça peut m'arriver de faire appel à des comédiens que je connais pour donner la réplique, pour faire des impros, pour que moi je puisse être plus à l'extérieur, parce que
je suis pas, c'est pas facile d'être pleinement en train de donner tout ce qu'il faut au comédien en face et en même temps de le regarder. Oui, bien sûr. Donc voilà, donc il y a beaucoup d'improvisation. En général, voilà, j'aborde pas trop les scènes directement, parce que je préfère qu'on en parle de la scène. Si je sens le besoin, on peut la faire, mais je vais pas la faire beaucoup, juste pour pas la fatiguer ou pour pas interférer avec le réal ou la réal. Un peu les deux. Un peu les deux. Mais c'est surtout qu'il faut qu'il ait la structure, je dirais, qu'il comprenne par quoi ça passe, par quoi le personnage passe, et peut-être qu'il l'ancre dans une lecture ou on voit un travail de scène assez rapidement, mais qu'il l'effleure. Il effleure la structure, on sent que il a compris comment ça va se passer, mais on va pas la jouer, parce qu'après il va vouloir refaire, ça va perdre de sa fraîcheur. Et puis c'est pas le même, comment je vais donner la réplique, ça va pas être la même chose que le partenaire. Ça va être différent, il va être dans le décor, il y a plein de choses qui vont être différentes. Donc tu vas surtout travailler les relations, la compréhension vraiment claire de la situation, les relations avec les autres personnages pour bosser sur les dynamiques de jeu, j'imagine. Un personnage va agir différemment selon qu'il est avec, je sais pas, ses amis ou ses parents, ou voilà. Donc tu vas surtout bosser ça en impro. Tu as des exercices un peu type ou... Tu fais des lectures, c'est surtout des impros. C'est des situations en fait, c'est-à-dire que par rapport à une situation, je vais peut-être faire juste avant, là tu as eu la nouvelle. Tu as eu la mauvaise nouvelle qui t'est arrivée, et après, la scène d'après, c'est il va voir la personne qui l'a trahi, par exemple. D'accord, donc basé sur le scénario quand même. Basé sur le scénario, oui, bien sûr, basé sur l'histoire, c'est ce qui va se passer en dehors. Ou bien s'il y a des choses que je sens importantes, par exemple, je sais pas, le personnage il retourne dans une maison où il a vécu quand il était petit et où, je sais pas, il a eu un traumatisme, on va travailler sur cette maison. Et donc, on va faire une impro, en effet, où si dans la scène, par exemple, il est installé dans la maison depuis une semaine, moi, je vais quand même faire la scène où il arrive dans la maison. Pour qu'il ait des repères aussi sur les objets qui sont présents. Enfin, il y a beaucoup de choses à travailler qui sont sur l'extérieur comment l'extérieur va influer sur son émotion, sur son intérieur, en fait. Sa relation au monde, c'est toujours relié à des choses qui sont extérieures aux autres, etc. Donc, ça peut prendre plein de formes différentes, ça dépend vraiment du scénario sur lequel on travaille, quoi. Et puis de la place que j'ai, parce que j'essaye de ne pas prendre trop de place aussi, parce que je ne sais pas comment ça va être filmé, et c'est important. Dans le cadrage sur une scène, ça ne donne pas la même chose. Tu ne vas pas jouer de la même façon si tu es cadré en très gros plan que si tu es cadré en pied. Et du coup, ça influe beaucoup sur le jeu. C'est aussi pour ça que je ne peux pas aller trop loin avec le travail de l'acteur. J'essaye vraiment juste... L'objectif, c'est qu'il ait une compréhension, que lui, il se sente en confiance avec son personnage, qu'il sente qu'il a vraiment compris qui est son personnage et qu'il a compris par quoi il passe et qu'il est en désaccord avec rien. Et que tout est clair pour lui. Oui, j'allais dire, en fait, tu enlèves les zones d'ombre sur les moments pas très clairs, les moments de doute, de flottement sur telle ou telle situation, de telle ou telle dynamique entre les personnages, son rapport au monde et tout. Et sur les incompréhensions, des fois, il se dit, mais pourquoi le personnage il dit ça, là, cette scène-là, je comprends pas pourquoi il réagit comme ça. Du coup, nous, on va chercher à trouver la réponse de pourquoi il réagit comme ça. D'où l'importance aussi d'être accompagné par un coach ou une coach, parce que c'est un travail que tout seul, on peut difficilement faire. On peut le faire, mais des fois, c'est tout bête, mais rien que de dire les choses à quelqu'un, ça les fait... On les regarde d'une autre manière. On le regarde, en fait. On vient de dire quelque chose, et du coup, on le regarde et on dit « Ah oui, mais du coup, c'est là qu'on peut réaliser des choses. » On se dit « Ah bah oui, mais j'avais pas pensé, en fait, ça peut aussi avoir un lien avec machin. » Donc, et c'est bien de travailler avec quelqu'un. Alors, moi, je sais que je le faisais avec mes amis comédiens aussi. Ça dépend. Il faut aussi avoir le feeling avec le coach. C'est important. Si tu as le feeling vraiment bien avec quelqu'un qui connaît bien ce travail-là de recherche, c'est un travail d'acteur, de toute façon. Donc, tu peux le faire aussi avec un autre acteur. Mais c'est important de le faire. Parce que tout seul, après, il y en a qui ont beaucoup de métiers et qui arrivent beaucoup plus à le faire maintenant tout seul, à savoir répondre parce qu'ils se connaissent très bien. Ils savent lire, ils savent... Il y a des gens qui ont... Au bout d'un moment, tu peux ne plus forcément avoir un besoin, mais ça dépend du rôle aussi.
Si c'est un rôle que tu as déjà plus ou moins joué, mais il n'y a pas vraiment de surprise. Voilà, il peut y avoir des choses où tu dois te dépasser toi-même ou quand c'est un vrai challenge ou un défi, c'est bien d'être accompagné par quelqu'un. Ça, c'est sûr. Et à propos de défis, justement, je sais que c'est un peu la bête noire de beaucoup de comédiens et de comédiennes, c'est ce fameux accès à ces émotions fortes. Que ce soit la colère, la tristesse, l'euphorie, enfin, je sais pas, il y a... souvent, que ce soit en casting ou voilà, on va filmer quand même le comédien dans des situations fortes. Enfin, on aime bien voir des gens qui vivent, quoi, qui éprouvent des choses. Est-ce que ça t'arrive d'avoir des comédiens ou des comédiennes qui ont des blocages par rapport à ce fameux accès à ces émotions? Et comment toi, tu vas essayer de déboulonner ça? Alors oui, ça m'est arrivé. Parce que déjà... j'avais fait un live sur Savoir pleurer sur mon Instagram. Oui, parce que tu as toute une page Instagram sur la formation de l'acteur, la direction de l'acteur, le travail de l'acteur. Le travail de l'acteur, ouais. J'essaye de faire un peu sur des sujets. Complet. Ouais, tu travailles, que ce soit sur les outils du comédien, bande démo, tout ça. Ouais, donc je fais des lives régulièrement sur plein de sujets concernant les acteurs. Et donc j'en avais fait un notamment sur Savoir pleurer. Et j'avais dit quelque chose là-dessus que je voudrais redire là, parce que c'est important, parce que le travail de l'acteur, c'est... déjà, souvent, je pose la question aux acteurs, c'est quoi le travail de l'acteur? Pourquoi t'es acteur? C'est quoi être un acteur? Et moi, il y a plein de définitions. C'est ça qui est compliqué dans ce métier, c'est qu'il y a tellement de données, tellement de gens, d'opinions aussi. Puis des fois, il y a une espèce de mystère aussi qui plane sur ce métier, comment des fois, d'un coup, on y arrive, et puis des fois, on n'arrive pas à retrouver l'émotion. Et c'est vrai que c'est un art, donc comme tout art, en effet, il y a des choses qui sont cachées, on va dire. Mais pour moi, l'art, déjà, c'est une qualité de communication. Juste ça, déjà, ça définit un peu, c'est juste la façon dont tu vas communiquer les choses. Et donc, pour moi, l'art de l'acteur, c'est le fait de communiquer des émotions qui sont normalement dans le domaine privé. C'est-à-dire que quand tu vas éprouver de l'amour ou de la tristesse, ou vraiment tu vas pleurer, ou tu vas c'est dans l'intimité que tu le fais. Dans l'intimité où tu es tout seul ou avec des gens très proches. Or là, le métier d'acteur, on te demande de le faire devant tout le monde. Et c'est là, en fait, où il y a des blocages, parce que c'est lié à toi-même, à tes propres émotions. Et tes propres émotions, quand tu es un enfant, encore une fois, je reviens à ça parce que c'est comme ça que ça fonctionne, c'est la vie, quoi. Les enfants, ils n'ont pas de filtre. Souvent, on dit les enfants, ils parlent, ils ont des émotions, ils s'en foutent en fait du regard des autres. Et on leur apprend à se cacher. Que socialement, on ne fait pas ça. Et donc, selon les enfances, on a tous des enfances différentes, hein, on ne va pas revenir sur des traumatismes ou quoi, mais des fois, on met en place des choses pour justement ne pas pleurer. On se met des barrières, quoi. Ce qui est normal pour survivre, hein, c'est comme ça qu'on a dû faire. Et le métier d'acteur demande à casser ces barrières. Et donc, moi, je pense que la formation de l'acteur, ça doit être de défoncer les barrières, je dirais, de les enlever pour retrouver cette espèce cette liberté d'émotion. On a les émotions, on les a tous en nous. Il faut juste les laisser s'exprimer. Et donc, c'est la formation qui doit permettre ça. Donc, pour toi, c'est plutôt le rôle du formateur, du professeur du de le faire. Bien sûr, ça m'arrive quand même de rencontrer des acteurs, mais en tout cas, c'est au professeur pour moi de le faire parce que c'est la base. Parce que c'est comme ça, quand vous savez exprimer pleinement, sans aucune retenue, une émotion, c'est là que vous allez pouvoir la cacher. Parce qu'en effet, dans les scènes de jeu, on n'est pas en train de pleurer. Non, on cache, on retient parce qu'on est dans la scène, on est avec son père ou sa mère et on ne veut pas montrer que... Mais l'émotion est là. Mais pour que l'émotion soit là, il faut pouvoir... Enfin, faut qu'elle puisse circuler en fait librement. Il faut qu'elle ait déjà circulé librement. Donc, il faut retrouver ça. Et donc, il faut aller casser ces barrières-là. Donc, pour ça, il y a plein d'exercices d'impro. C'est beaucoup de l'impro pour moi. Ou physiquement même. Il y a beaucoup d'exercices physiques qu'on peut... Parce que dans l'exercice physique, il y a quelque chose qui fait qu'on lâche quelque chose. Et l'émotion, c'est un lâcher-prise. Donc, quand on est en train de se battre... Par exemple, moi, j'avais joué une scène du Songe d'une nuit d'été où, je sais plus mon personnage, comment il s'est appelé, mais c'est pas grave. J'étais à fond sur ce mec, donc j'étais à fond sur lui, et lui me rejetait. Ouais. Et en fait, d'abord, on a travaillé la scène sans parole,
Juste dans l'objectif, en fait. Moi, je le veux et lui ne me veut pas. Et donc vous l'avez bossé juste physiquement? Physiquement. D'accord. Et ça a créé des tas d'émotions. Et bien sûr, quand toi, tu es prise dans un élan d'amour et que tu te prends une claque ou que le mec te fout par terre, bien sûr que les larmes, elles viennent tout de suite. Parce que tu n'es que dans un don de donner, d'aimer, et l'autre te rejette. Alors que si on avait joué la scène juste avec le texte, est-ce que j'aurais réussi à pleurer? Ouais, vous auriez été dans les mots. Mais du coup, comment tu fais le lien entre cet exercice d'impro que tu as pu faire et comment tu fais pour garder l'expérience en toi de ce que ça t'a procuré à ce moment-là pour ensuite le calquer sur un texte? Parce qu'il y a toujours un corps dans le texte. Ouais. Tu continues de jouer avec ton corps. Donc, il y aura toujours des impulsions du corps qui vont peut-être pas être aussi extrêmes que quand on l'a fait dans le corps, mais les impulsions, elles seront quand même là. Et donc, cette impulsion du corps, elle va aussi aider à l'intention générale que tu as. Et tu vas être dans un... Et c'est aussi la prise de conscience que toute la scène, elle n'est que dans un don d'amour. Et donc, moi, il faut que si jamais... Enfin, ou l'acteur qui doit jouer cette scène, il doit être dans une volonté d'aimer, simplement. D'aimer, de prendre soin. Et il est empêché. Et ça va... Et même si tu ne le mets pas que dans le corps, mais aussi dans le texte, tu vas réussir à le mettre dans les mots. Parce que tu as l'intention générale qui est très forte. Moi, je dis toujours de prendre des objectifs qui sont extrêmement forts, très profonds. Même, par exemple, pour enlever cette espèce de quotidien qu'il peut y avoir même dans les scènes de films à travailler parfois, où tu as un rendez-vous avec une fille ou un mec pour la première fois et tu l'aimes bien. Bah, si tu joues que ça va être tout petit. Alors que si cette fille, tu penses que c'est la femme idéale et tu la rêves dans cet idéal-là et tu as rendez-vous avec elle, bah, tu ne vas pas y aller dans le même état du tout. Ça ne va pas être aussi quotidien. Donc il faut pouvoir, mais c'est un travail sur l'imaginaire aussi, il faut pouvoir aller aussi se prendre à y croire et que c'est pas grave. Pour les émotions, pour aller dans les émotions fortes, pour des gens qui ne sont pas allés et qui ont des blocages, moi je mets toujours en place un cadre très défini et bienveillant. Et moi ça m'est arrivé de toute façon aussi, et je le dis aussi pour les rassurer, moi en tant que comédienne et même en tant que coach, j'ai eu affaire à des choses très violentes quand j'étais comédienne, voilà, des scènes où il fallait faire des trucs de viol, des trucs vraiment des choses extrêmes ou beaucoup de violence physique, parce que parfois les hommes ils ont du mal à aller là-dedans aussi, ils ont peur de faire mal. Et donc moi je leur dis toujours, je leur rassure que moi j'ai vécu des tas de choses comme ça, je peux avoir. Et même à chaque fois que quand j'étais comédienne, il y avait une scène où justement il fallait faire ça, il fallait que le mec il sorte un peu de ses gonds et on me disait bah Pauline, vas-y, c'est toi qui vas y aller parce que je n'ai pas peur des coups. Je n'ai pas peur, en fait, je sais qu'il ne va pas me faire mal, en fait, et je vais contrôler. Et quand je sens que l'acteur n'est plus en contrôle, j'arrête. D'accord. Parce que le but, c'est pas de se faire mal, c'est d'être tout le temps dans le jeu et dans le plaisir du jeu. Et si d'un coup, il y a quelque chose qui arrive qui fait que ça vrille, je le sentirai de toute façon. D'accord. Et puis, il faut se dire aussi, je rajoute toujours que il y a quelque chose... c'est un jeu, c'est faux. Et c'est pour ça qu'il faut travailler avec l'imaginaire. Parce qu'en effet, c'est là que ça peut être difficile quand tu ne veux pas être dans des émotions fortes, parce que y aller, si ça veut dire se rappeler quelque chose de très difficile, bah forcément, tu n'as pas envie d'y aller. Et souvent, les acteurs qui ont des blocages, c'est des gens qui ont expérimenté dans le jeu, sur un travail d'acteur, avec un groupe de travail, une impro où ils ont dû prendre un souvenir réel qui les a mis dans une situation horrible. Et après, il y en avait une qui m'avait dit il a eu mal, enfin le mec m'a dit qu'il a eu mal à la tête pendant toute la journée après, qu'il a super mal dormi. Il y avait une autre fille avec qui j'étais même en cours qui d'un coup elle pouvait plus sortir de l'impro en fait. J'ai dû sortir avec elle, lui faire un tour, lui faire regarder la nature, les oiseaux, les arbres, pour que elle était bloquée dans cet incident de sa vie, tu vois. Et donc ça, je sais plus qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça. Tu parlais du travail de l'imaginaire. Oui, donc de partir sur l'imaginaire, ça fait qu'il n'y aura rien de grave qui va se passer parce qu'il suffit d'un coup de se dire « j'y crois plus ». En fait, c'est pas vrai. Parce que toi, au début, en tant que comédienne, tu travaillais avec cette méthode du souvenir ou du on se rappelle, d'accord. Et comment
tu es passé petit à petit, tu disais que c'était par un exercice, mais tu vois la différence vraiment et la même efficacité à la fin de la méthode de l'imaginaire. Mais c'est l'efficacité triplée même. D'accord. Parce que moi, dans un scénario, si tu prends des choses que pour pouvoir pleurer, tu prends quelque chose qui t'est arrivé, ce ne sera pas forcément exactement ce qui est écrit dans le scénario, la situation. On n'a pas vécu, même si on a eu une vie très riche, on n'a pas vécu tous les rôles ne vont pas correspondre à ce qu'on a vécu. Ouais. Donc on va jouer quelque chose qui n'est pas exactement la situation. Alors qu'avec l'imaginaire, tu peux jouer complètement la situation pleinement. T'es pas limité. Et ton jeu, en fait, il va être 10 000 fois plus riche, en fait. Et donc si ton jeu il est plus riche, forcément t'es un meilleur acteur. Et donc ça relève beaucoup de la préparation de l'acteur en amont. Oui. Parce que avant que la scène commence, il faut avoir fait sa préparation, sa stimulation de l'imaginaire en amont. Mais je vais te donner un exemple. Parce que nous, on pense, si jamais je te demande de te rappeler, je sais pas, tes dernières vacances. Sous quelle forme c'est venu? D'images, flash un peu. Voilà, donc on pense en images. Donc, la création de l'imaginaire, ça va consister en quoi? Ça va consister à créer des images. Alors, on pense en images, mais pas que. On pense aussi avec des tas de perceptions. Ça peut être des odeurs, ça peut être des sensations, du mouvement, de la température. Est-ce qu'il fait chaud, est-ce qu'il fait froid? On a des tas de perceptions différentes. Ouais. C'est pas juste des images vides. Non, bien sûr. Donc, l'imaginaire va consister à créer ces images. Donc, des images concrètes. Chargées de plein Exactement. de choses, en fait. Et tu mets une émotion dedans. Tu peux prendre un décor de plage et d'un coup, tu vas y mettre de la peur. Donc d'un coup, si tu te dis, OK, j'y mets de la peur, d'un coup, tu vas y avoir des nuages qui vont arriver. Et puis d'un coup, il va y avoir des bruits dans ton imaginaire. Et il y a un truc, ça va... Juste le fait d'être sur l'image t'affecte. C'est automatique. Parce que toi, tu t'es rappelé ton souvenir de vacances, tu as eu une expression dans les yeux. Ouais. Ça durait 2 secondes, avec un petit sourire. Mais on a eu tout de suite, tu t'es laissé affecter par l'image, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. On se laisse affecter par les images qu'on crée, par les images qu'on a vécues. Et donc, on peut se laisser affecter super facilement par les images qu'on crée. Mais il faut les créer dans une vraie... un truc très concret. Parce que souvent, les gens me disent, oui, mais alors j'ai imaginé, mais ça reste des concepts. On ne peut pas être ému par un concept, c'est un concept. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Si tu dois créer l'amour avec quelqu'un, t'es amoureux, t'es marié depuis 10 ans avec quelqu'un, crée cette relation en amont. Imagine-la, moi je dis toujours, vous allongez sur un canapé, fermez les yeux, et puis vous travaillez. C'est comme ça que tu travailles aussi, c'est comme ça que tu vas créer la première rencontre avec ton mari. Comment c'était? Tout ça pour enrichir, parce que vous jouez en tant qu'acteur, on joue de la vie. On joue tout, et la vie c'est super riche. On est fait de plein de choses, on a plein de souvenirs, on a plein de... quand vous allez devoir jouer un personnage, c'est pareil. Donc c'est trop compliqué et submergent de tout créer toute la vie du personnage. Donc on crée que ce qui est essentiel à l'histoire. Et qui va participer au déroulement de l'histoire. Ouais. Exactement. Ce qui est important. Donc si la maison d'enfance, elle est importante, créons la maison d'enfance. Qu'est-ce qui s'est passé? S'il y a un traumatisme qui fait que le personnage il est toujours là-dedans, OK, jouons le traumatisme. C'est là où je pense que c'est important que le corps intervienne à un moment pour que le corps garde en mémoire la sensation de ce qui s'est passé. Oui, c'est ça qu'il faut le faire en impro. Il y a certaines fois, c'est nécessaire de le faire en impro. Mais d'autres fois, juste il y a des choses qui sont juste dans le cadre de l'imaginaire, que il n'y a pas besoin de l'avoir vécu dans le corps pour pouvoir avoir un lien avec un personnage. On peut créer l'amour ou la haine, mais c'est pareil, il faut savoir pourquoi on le hait, ce personnage-là. Mais donc tout ça pour dire qu'il y a une espèce c'est une croyance. Moi, je parle de la foi de l'acteur. Il faut que l'acteur il travaille sa croyance. Mais comme les enfants, quand... je raconte une anecdote débile, mais ma fille qui a 4 ans, l'autre coup, elle pleurait. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et elle pleurait, elle me dit, mais pourquoi je ne suis pas une licorne? Je voulais être une... Et elle était, triste. Cette faculté de croire, c'est extraordinaire. Donc il y a un truc où il faut retrouver cette joie de faire semblant, mais en même temps, c'est vrai. Il ne faut jamais faire semblant. Mais il faut créer les choses pour que ça existe. Et ça existera. Et donc, tu aurais un petit conseil, par exemple, avant de jouer une scène,
tu te chopes des images qui ont nourri ton travail en amont. Si tu les as créées, normalement, quand tu rentres dans la scène, pour moi, il n'y a plus rien à penser. Il y a juste à penser à être avec l'autre et à savoir ce que tu veux. D'accord. Juste comme dans la vie, et faire confiance au travail derrière. Exactement. Parce que la question de confiance, pour moi, elle est au cœur du métier. C'est avoir confiance dans la réalisation, dans la façon dont ça va être filmé, dirigé, tourné, tout ça. Et la confiance aussi dans le travail qu'on amène avec soi. Dans le travail, on l'a fait en amont, alors selon la technique utilisée. Ouais. Mais, et maintenant, il est là. On peut lui faire confiance. Il est solide, il ne va pas nous lâcher. On garde en mémoire, que ce soit corporellement ou intellectuellement, on va garder en mémoire tout ce qu'on a apporté dans le travail. Et dans le jeu, il faut être présent avec l'autre et présent à la situation. Mais oui, parce que sinon, tu es en train de faire un travail qui n'a pas lieu d'être au moment où tu joues la scène. C'est l'instant présent. Il faut pouvoir être dans l'instant présent. Ouais. Et après, tu as plein de manières de pouvoir... moi, là-dessus, je laisse les acteurs... faire leurs petits... Chacun a ses petits secrets. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Chacun a sa façon de créer des choses dans l'imaginaire qui vont faire que tout de suite, ils vont être affectés, tout de suite, ils vont aimer quelqu'un. Et à force de se connaître, ils vont le savoir. Moi, je sais très bien comment je fais. Donc, des fois, dans le cadre de l'apprentissage, du coaching que je fais, je les donne pour leur donner des idées de ce sur quoi il faut qu'ils partent. Mais après, juste avant de jouer la scène, après, c'est à toi de voir... moi, c'était beaucoup sur le corps, mais ça dépendait en fait de la situation. Ou bien c'était un objet relié à un objet du personnage, ou d'un coup tu te dis ok, ça y est, je ne suis plus moi d'une certaine manière. Ma vie c'est ça, la situation c'est ça, et tu rentres. Et puis après tu joues la scène. Mais ça c'est chacun a sa façon de le faire pour rentrer à l'intérieur. Mais en effet, il faut d'un coup faire le switch de se dire ok. Ça y est, je suis plus Pauline, je suis Samantha. Et toute la situation, c'est ça. Et puis après, tu rentres. Il faut se faire confiance parce que si vraiment vous avez créé des choses concrètes dans les souvenirs, dans les situations, ça va exister. Honnêtement, ça va exister. Avant de passer sur la dernière question, est-ce que toi, il y a un truc que tu aimerais bien ajouter sur lequel tu aimerais parler? Moi, parce que j'ai beaucoup de gens parfois qui viennent me voir parce qu'ils veulent être acteurs et ils veulent des images, ils veulent... et moi, je pense que ça se perd un peu, j'ai l'impression, cette idée que ce métier est un métier et qui s'apprend. Et c'est nécessaire vraiment de se dire que c'est un métier qui s'apprend, mais c'est pas seulement parce que... Enfin, c'est pas seulement parce que je le défends, parce que c'est un métier que j'aime et tout ça, mais c'est aussi que pour les gens, il faut pas... Si jamais vous vous lancez dans ce métier et que vous n'avez pas les armes, vous allez vous faire mal, en fait. Et vraiment, c'est un métier qui peut détruire des gens. Et même des cours... moi, je sais que je rencontre beaucoup d'acteurs aussi qui viennent et qui ont été un peu détruits par leurs profs, qui ont eu des profs très durs. Mais partez en courant quand c'est ça, parce que la formation de l'acteur doit se faire dans un espace vraiment bienveillant. Parce que c'est que comme ça, comme justement il faut travailler sur la délivrance des barrières, enlever toutes les barrières, tous les automatismes qu'on s'est mis pour pas avoir accès à ces émotions et pour pas les montrer, on peut pas le faire dans un environnement qui est strict, qui est cassant, pas qui est strict, mais qui est cassant, c'est pas possible. Donc voilà, mais sachez que en tout cas c'est important que ce soit un métier, il faut s'y préparer, quoi. C'est pas, il y a des choses innées, mais c'est pas parce que de manière innée on passe bien à l'image qu'on va réussir à être acteur, quoi. Ça puis c'est un truc que moi je défends particulièrement parce que je veux des acteurs de qualité. Oui, et puis surtout, toi, tu travailles aussi sur la bande démo des comédiens, donc un outil crucial parce que ça remplace le CV, enfin c'est notre CV à nous pour se vendre. Et donc, tu ne vas pas forcément accepter de faire des bandes démos si le comédien ou la comédienne n'a jamais aucune connaissance du métier. Voilà, n'a jamais ou n'est pas prêt. Parce que c'est jamais... moi, je ne suis pas du tout dans le jugement cassant, ou même dans le jugement. Je me dis juste, là, il y a des choses qui peuvent être bien, mais il faut travailler encore pour que ce soit encore mieux. Oui, pour que la démo, tu te vendes dans un truc super. Parce que si tu te vends dans un truc qui est moyen, les gens ils vont voir, ils vont se dire « ouais, c'est pas mal ». Et ça va s'arrêter là. Oui, parce que toi, en plus, dans la démo, tu fais un travail très précis où tu as un premier rendez-vous en amont où tu vas rencontrer le comédien ou la comédienne. Tu peux peut-être raconter ce que tu fais ensuite.
Oui, bah alors après, en fait, pendant ce rendez-vous, je vois en effet qu'est-ce qui serait intéressant de travailler comme type de situation ou de personnage. On se met d'accord sur plus ou moins les scénarios, parce que je donne des idées par rapport à ce travail-là. Et puis, je fais beaucoup parler aussi l'acteur sur là où il a envie d'aller. Parce que souvent, c'est lié, en fait. Là où il a envie d'aller, j'étais tombée sur une fille qui voulait faire du cinéma d'auteur. Et ben, elle m'avait dit ça. Mais quand je l'ai vue travailler, et j'ai vu son univers, j'ai dit, bah oui, en effet, tu irais très bien dans le cinéma d'auteur. Je te vois pas du tout dans la comédie poète-poète, même si tous les genres se respectent, mais c'était pas, en tout cas, son cas, c'était très précis. Et ensuite, donc, j'écris les scènes. Et puis, on peut réécrire si besoin, les répliques ou quoi. C'est moi qui choisis les répliques aussi, c'est moi qui fais mon casting. Parce que c'est important. Moi, j'écris sur mesure pour les comédiens, même pour celui qui vient vers moi, mais autant pour celui qui va donner la réplique. Parce que c'est important que tout soit comme un film, en fait. L'objectif, moi, quand je fais des démos, c'est de faire comme si la scène pouvait sortir d'un film. On ne comprend pas forcément tout au début. On ne comprend pas forcément tout ce qui va se passer à la fin non plus. Mais voilà, on a une scène sortie d'un film. Donc voilà, puis après on répète avec le réal. Et après j'ai toute une équipe avec moi parce que moi je ne réalise pas. Enfin je ne réalise pas, on réalise à deux, on va dire. Parce que je mets toujours mon grain de sel. Et puis après on tourne. Donc ça dure une journée à peu près le tournage. Il y a toute une équipe, l'ingé son, la maquilleuse. Et en général, je fais venir aussi une photographe, parce que j'aime bien avoir des photos. Même pour l'acteur, comme ça, il se fait des petites photos entre les pauses. Et puis après, voilà, on fait le montage. Et voilà, le rendu de la démo. D'accord, donc tu proposes ça comme outil tellement crucial aujourd'hui pour les comédiens et les comédiennes. Et tu proposes aussi des formations, enfin tu animes des formations. Oui, j'anime des formations sur la voix du comédien au micro. Pour pouvoir savoir faire de la voix, quels sont tous les domaines de jeu qui existent. Et puis, dans la formation, ça dure une semaine. Et tu fais pas du doublage? C'est vraiment le doublage, voix, c'est vraiment la voix off? La voix off, ouais. Et puis, ça dure une semaine et les acteurs, après, repartent avec une démo, démo de leur voix. Donc ça, c'est sûr que c'est chouette. Et ils se confrontent vraiment au micro et ils s'entraînent au micro dans les conditions, dans le studio. Le studio, en fait, il est à côté de la salle de formation, donc on y va régulièrement. Et c'est bien, c'est intéressant de s'entendre. Parce que la voix qu'on a dans un micro, on n'a pas forcément conscience des petits bruits qu'on fait, des petites choses qui sont là, et c'est intéressant de les connaître. Et j'anime aussi une formation sur diffuser et vendre un spectacle vivant. Voilà, parce que pour pouvoir... Puis il y en a plein qui le font, il y a plein d'acteurs qui sortent en sortie d'école, ils se créent des compagnies, ils créent des groupes et tout, c'est chouette, on va aller à Avignon et tout, mais... Voilà, comment vivre de ce métier, voilà, il faut pouvoir savoir comment en vivre bien et pas faire quelque chose qui va créer plus de déficit que de crédit, quoi. C'est trop chouette. Et est-ce que tu aimerais bien... J'aime bien finir sur un conseil que voilà, je demande, que toi, tu as appris, que tu aurais aimé avoir plus tôt, enfin un déclic que tu as eu à un moment dans ton métier de coach, de comédienne, enfin voilà, lié aux acteurs, aux comédiens ou à la direction d'acteurs? Il y a tellement de choses que j'aimerais dire. Alors, le conseil, peut-être que moi, j'aurais aimé... Tu peux en donner plusieurs, si tu veux. Déjà, expérimenter ce que c'est que ce métier avant de dire que vous voulez le faire. Parce que des fois, on peut avoir une idée, parce que c'est un métier très... c'est beau, ça fait rêver. Et donc, c'est vrai qu'il y a de ça, mais... même si, comme tout métier, ça comporte aussi des choses un peu plus embêtantes. Mais aller expérimenter ce que c'est, parce que moi, pendant longtemps, j'ai cru que je voulais faire ce métier. Et en fait, j'aimais pas du tout être à l'image, avoir quelqu'un qui me regarde. Alors qu'en fait, ce métier, c'est que ça. C'est que, en effet, vivre des choses très intimes devant un public ou devant la caméra. Et c'est surtout, ça, et même si vous commencez le métier pour de mauvaises raisons, normalement, ceux qui restent pour des bonnes raisons, parce que pour moi, c'est le don du public. Enfin, c'est le don pour le public. C'est pour ça qu'on fait ce métier. C'est pour donner des choses au public. Ce n'est pas pour soi-même. Et parce que ceux qui sont pour eux-mêmes, c'est pas des acteurs très généreux. Et c'est quand même, moi, je pense, les meilleurs acteurs sont des gens qui sont généreux, qui sont dans une volonté d'être dans un don, tout simplement. Donc, expérimenter ce que c'est que ce métier, je dirais. Vraiment, dans un cadre bienveillant toujours, et puis persévérer, parce que c'est pas un métier facile pour en vivre. J'en côtoie beaucoup, je suis mariée à un acteur, donc je le sais très bien. Mais voilà, il faut persévérer, il faut s'accrocher, il faut y croire. Voilà.
C'est ce que je dirais. Merci beaucoup en tout cas pour ce que tu fais, parce que en plus de ta page Instagram sur laquelle tu fais des lives sur la formation de l'acteur aussi, enfin sur le travail de l'acteur, tu as aussi un groupe Facebook, tu es pour le coup très très généreuse dans tes conseils, tu fais des lives assez régulièrement sur comment se vendre en tant que comédien, comment, je sais pas, comment se former en tant que comédien, enfin vraiment tu donnes des outils très concrets et des conseils vraiment précis et clairs sur comment commencer dans le travail, comment aborder le travail. Donc déjà, merci pour ce que tu fais. Parce que je trouve ça trop chouette. Il faudrait qu'on soit plus nombreux à le faire. À faire ça, à faire un vivier de connaissances, un partage de connaissances. Et merci beaucoup d'être venu parler de tout ça aujourd'hui. Avec grand plaisir. Merci vraiment à toi de m'avoir invitée. J'étais très contente de venir et de partager tout ça avec toi. J'ai appris plein de trucs. Génial. Top.